Rebonjour, bienvenue à l'émission Prendre plaisir à l'informatique. On va commencer avec quelque chose qui, moi, personnellement, me donne pas beaucoup de plaisir, mais étant donné que je parle de Windows, c'est le système qui est le plus répandu sur la planète, donc 95% de la population informatique utilise du Windows parce que le monopole Microsoft a réussi à s'installer solidement chez les fabricants d'ordinateurs. Donc, les gens, comme je vous expliquais en première émission, pensent qu'un ordinateur, c'est un Windows. Mais non, Windows est un système d'exploitation qui communique avec la partie électronique, mécanique d'un ordinateur, que ce soit un portable ou une tour. Et c'est simplement pour communiquer avec et faire interagir les pièces électroniques. Donc, il y a d'autres systèmes aussi qui peuvent faire la même affaire, et certains beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement et sans bug ou des détails de bug. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on va introduire avec Windows, et ce qui est essentiel de connaître, c'est la sécurité Windows. Ce système-là naît avec des failles assez incroyables et assez grandes, qu'on pourrait presque les qualifier de San Andreas. Il y a beaucoup de failles dans le système, et il y a continuellement des patchs qu'on appelle, donc des mises à jour qui sont offertes par Microsoft, et ils ne suffisent pas vraiment à la tâche non plus. Le système est fait pour être assez perméable, même aspirateur un peu d'à peu près tout ce qu'il peut y avoir sur Internet. Et Dieu sait qu'il y a des choses sur Internet. Donc, il faut que les systèmes, il faut les protéger. C'est à peu près impossible de blinder un système Windows. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le protéger, mais c'est surtout l'attitude de l'utilisateur. Il y en a souvent qui disent le problème, il est entre l'écran et la chaise. C'est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Parce que même moi, ayant été spécialisé en sécurité informatique, ayant le réflexe de toujours vérifier des choses avant de cliquer, la cliquette intempestive de l'utilisateur, j'ai jamais eu ce défaut-là, parce que je savais, étant donné, comme je vous ai expliqué, que mes enfants ont réussi à me faire apparaître 70 Internet Explorer d'en bas la première journée. J'ai dit, je ne ferai pas la même gaffe. Hein? Fait que là, c'est ça. C'est que pour pouvoir vous montrer Windows et les choses à faire qui sont essentielles dedans, là, je suis en système Linux actuellement. Et sur ce système Linux-là, j'ai installé ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et la machine virtuelle, là, sans entrer dans les détails, me permet d'installer un système dans une genre de bulle, et peu importe le système d'exploitation, ça peut être du Linux, ça peut être du Apple, ça peut être du Microsoft, et peu importe le Microsoft, à partir d'un vieux Microsoft à aller au Windows 10. Donc, c'est pas un émulateur, c'est vraiment le système qui est entier, qui fonctionne dans un environnement qui est virtuel, ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc, j'ai accès à partir de mon Linux à cette machine virtuelle-là. Et si vous regardez ici, vous voyez Windows. Si j'enlève ma barre de menu d'en haut, on dirait vraiment que je suis en Windows. Et je suis en Windows, mais je fonctionne sous en réalité sous le noyau Linux qui fait fonctionner la machine virtuelle. Okay? Et c'est via ici, ce que vous voyez là, la machine virtuelle là, est présentement en fonction. Donc, j'ai la prévisualisation de la machine virtuelle qui est en fonction, qui est un Windows 7. Tout ça, c'est configurable. Je peux ajouter de la mémoire dans Windows 7. Je peux ajouter de la mémoire vidéo aussi. Je peux, ainsi de suite. Donc, pour les besoins de l'émission, je vous présente ça de cette façon-là.
Je peux même me faire oublier un petit peu Linux en enlevant ça. Et là, je suis comme totalement en Windows. Sauf la barre d'en bas ici que je n'enlèverai pas parce que je veux toujours avoir accès au système Linux si j'en ai besoin. Donc, on va débuter avec ça ici. Quand vous arrivez avec, vous achetez un ordinateur, vous avez le choix, mettons, entre Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et bientôt Windows 10. Finalement, vous avez le choix de Windows. Vous n'avez pas de choix autre que les systèmes Microsoft parce que la machine naît avec ce système-là à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un choix vraiment, comme je vous ai expliqué au début, dans la première émission, c'est qu'on pour être vraiment libre de choisir, on devrait pouvoir choisir le système d'exploitation à utiliser. Et dans ce cas-là, le respect du client ou de l'utilisateur, c'est important, mais étant donné que, exemple, Linux n'est pas très connu sur le marché des utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, par contre, il est utilisé par la NASA et à peu près tous les gros serveurs, les supercalculateurs dans le monde utilisent du Linux. Mais la publicité des systèmes dominants fait que Linux, pour l'utilisateur commun, tombe dans l'oubli un peu. Et c'est vraiment dommage, parce que vous allez voir au fil des émissions qu'il y a possibilité d'avoir vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, simple, d'arrêter de se casser la tête aussi avec les virus, les malwares, avec même la fragmentation des disques. Linux, c'est génial. Ce n'est pas fait par des ingénieurs, c'est fait par des ingénieux, comme je dis. Donc, c'est vraiment des gens qui sont fascinés d'informatique et qui sont surtout intéressés à être libres, pouvoir utiliser leur système comme ils veulent et non pas se laisser imposer une façon d'utiliser un système et surtout de voir qu'est-ce qui se passe dans le système pour éviter qu'il y ait des choses déplaisantes comme on voit continuellement quand on utilise un système Windows parce qu'on n'est pas patron de la machine. Et par contre, en n'étant pas patron de la machine, en plus, on utilise Windows comme étant l'administrateur de la machine. Par défaut, Windows est configuré pour que vous ayez le pouvoir de laisser rentrer un virus, finalement. Il devrait y avoir, il y a un logiciel qui s'appelle Drop My Right. Je ne sais pas s'il est encore fonctionnel, mais dans les premiers temps, il y a une dizaine d'années que j'utilisais ce système Microsoft, j'avais installé ça, Drop My Right, justement pour les jeunes, et, parce que ça l'enlève les droits, justement. Et il faut être administrateur, il faut faire certains gestes, comme installer un logiciel et des choses comme ça. Là, les gens trouvaient ça déplaisant. Ah oui, mais il faut que je mette mon mot de passe, puis ça vous sauve la vie de le faire ainsi. Parce que sans ça, vous avez le pouvoir de signer la facture, faire le chèque en blanc, finalement, et qui vous rentre toutes sortes de choses dans votre ordinateur à votre insu. Puis, c'est vraiment dommage. Et les virus et les malwares utilisent cette façon-là de travailler. Donc, ils s'octroient les droits d'administration de votre ordinateur et ils vous les enlèvent même. Donc, vous n'avez aucun contrôle sur votre machine si un trojan qu'on appelle un backdoor, qui vient par une porte dérobée, prend le contrôle de l'administration de votre machine. Ça ne va pas bien. Vous ne pouvez pas... il faut savoir comment faire pour pouvoir reprendre vos droits. Et finalement, c'est ça. C'est que vous n'avez pas vraiment de droit sur la machine, pas de droit de regard comme tel. Vous n'avez pas le droit non plus de partager votre Windows, votre licence de Windows, parce qu'en réalité, le système, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Okay? Quand vous avez une licence Windows et que vous lisez le CLOF, qu'on appelle les conditions d'utilisation, c'est simplement une licence pour pouvoir l'opérer, pour pouvoir utiliser Windows. Ce n'est pas du tout une licence qui vous appartient. Et la preuve pourquoi elle ne vous appartient pas, c'est que vous ne pouvez pas non plus la passer à votre voisin. Vous ne pouvez pas passer à votre sœur. Elle ne fonctionnera pas. Votre copie de Windows ne fonctionnera pas sur un autre ordinateur que le vôtre. Okay? Et même si vous avez un gros bug avec et vous devez réinstaller votre système, vous devrez avoir le numéro de licence correspondant pour prouver que vous avez payé votre dîme à l'oncle Bill. Vous comprenez? Si vous n'avez pas ça,
c'est vraiment pas le fun. Parce que là, il faut vous allier sur le site de Microsoft, il faut vous montriez patte blanche et vous dire c'est non, non, vous en voulez pas de ça. Ça vous tente pas de faire ça, je vous garantis. Contrairement à un système libre comme du Linux, c'est tout le contraire, Linux. Vous avez même une distribution Linux X non, il y en a au-delà de 1000 distributions Linux qui sont faites par des gens passionnés d'informatique. Ils les mettent sur Internet disponibles pour les télécharger. Il y a des tutoriels partout sur leur système qu'ils ont fait. Ils le partagent. Puis on est encouragé en Linux à partager les connaissances et le logiciel. Et c'est une loi, en réalité, sous Linux, c'est de partager. C'est la fraternité, égalité, la liberté. C'est complètement le contraire. Okay? Et ça, c'est une philosophie, et c'est une philosophie qui rapporte en termes de droit d'utilisation d'une machine et de liberté informatique. Et ça va vraiment même au-delà de ça. Mais c'est la liberté, et c'est une liberté qui est essentielle. Et on ne la retrouve pas sous les systèmes monopolistiques, sous copyright, et qui fonctionnent finalement sous menace si on enfreint les copyrights. Vous n'avez pas le droit, exemple, de partager. Vous êtes un cuisinier, puis vous avez une recette. Vous aimez votre recette, ce que ça donne, c'est bon, vous avez mis tel type d'épices, et là, vos amis goûtent à ça, mais c'est bien bon, c'est quoi que tu as mis là-dedans? Vous pouvez leur dire, bien, regardez, moi j'ai ça comme ingrédient, je fais cuire ça de telle façon. Ah ouais, puis je vais t'écrire ma recette. Parfait. Puis si tu peux l'améliorer, améliore-la. Fait que là, vos amis prennent la recette, puis ils refont la même chose. Puis ils disent, hey, ce serait peut-être bon, par exemple, il a mis de ça, mais moi, j'aimerais peut-être plus que ce type d'épices-là. On va essayer ça. Vous avez la liberté de partager votre recette et pour le plaisir gustatif de tout le monde, finalement. Et vous pouvez améliorer, et vous êtes encouragé à le faire. Et puis, à un moment donné, mais vous dites, elle est tellement bonne, ma recette, que je pourrais quasiment ouvrir un restaurant. Hein? Ça serait populaire, parce que c'est bon, tout le monde me dit que j'aime ça. Mais imaginez cette même mise en situation-là avec un système au code propriétaire et au code fermé, comme les systèmes monopolistiques, Microsoft ou Apple. Si vous faites ça, si vous partagez votre recette avec vos amis, autrement dit, si vous partagez les codes de fabrication que vous avez pu voir en faisant ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, donc vous êtes illégal et vous risquez même la prison parce que vous voulez voir comment la recette est faite et vous voudriez la partager. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes menotté. Il n'y a rien à faire, là. Sinon que d'être dans l'illégalité. Et ça non plus, je ne le recommande pas. C'est vrai qu'il y a des systèmes Windows qui sont piratés un peu partout. Vous pouvez aller en chercher sur du peer-to-peer qu'on appelle des fichiers torrent et ainsi de suite. La plupart du temps, les gens, c'est ce qu'ils font parce qu'ils ne veulent pas repayer pour une licence qu'ils ont déjà payée. Et, exemple, si leur disque dur a sauté ou la carte mère, c'est tellement compliqué de pouvoir réinstaller un système. Exemple, il y avait un Windows 7 Premium 32 bits. Il faut qu'ils aillent chercher encore le même système parce qu'il n'y a pas de CD, là. Vous n'avez pas de CD. Vous avez maintenant, Microsoft fait 4 partitions primaires, ça, ce qui est absolument inacceptable sur un ordinateur, parce qu'un ordinateur ne peut pas avoir plus de 4 partitions primaires. Et dans ces partitions-là, ils incluent un système de recovery qu'ils appellent, ou un système de remise à niveau d'usine. Et ils font une partition pour le disque D, une partition pour le disque C. Donc, il y a 4 partitions primaires. Quand vous voulez essayer d'installer à côté un système d'exploitation comme un système Linux, que vous pourriez switcher entre un et l'autre au choix, au démarrage, qui vous laisserait le choix. Vous n'en avez pas de choix, puisqu'on ne peut pas loger plus que 4 partitions primaires. Donc, il faut que vous sacrifiez des partitions primaires qui sont devenues comme importantes parce que vous n'avez pas de CD de réinstallation de votre Windows. Voyez dans quel dilemme les gens sont placés. Ça, c'est pour ceux déjà qui s'aventurent et qui connaissent un peu et qui lisent. Et en informatique, c'est vital de lire. C'est vital de regarder, d'observer. La souris, là, c'est le minimum, il faut se servir de ça. La souris, c'est ça, c'est notre approbation.
on dit oui, je clique là-dessus, je suis d'accord, je suis conscient du geste que je pose et je veux ça. OK? Mais vous ne pouvez pas signer tout, là. Vous ne pouvez pas approuver tout d'un coup, là. Vous devez réfléchir. Exemple, souvent pour dire des choses, on dit, l'adage qui dit, il faut se tourner la langue 7 fois avant de parler. On est mieux aussi de rouler 7 fois la souris avant de cliquer. C'est la même chose. Et peut-être même plus que 7 fois dans certains cas. Donc, on va débuter avec ce système. Là, je vais, comme vous voyez ici, j'ai Firefox, l'icône de Firefox, parce que j'ai déjà préinstallé Firefox pour les besoins de l'émission pour que ça soit plus rapide. Mais par contre, le système Microsoft vient avec ce qu'on appelle Internet Explorer. Moi, depuis 10 ans environ, j'appelle Internet Explorer Internet Explorer. Okay? Parce que pour moi, ce n'est pas un navigateur, c'est un naufrageur. L'erreur 404 où Internet Explorer ne peut pas ouvrir cette page, c'est légendaire. Okay? Le système Internet Explorer, qui est le navigateur exclusif de Microsoft, naît dans Microsoft, et Microsoft naît dans la machine. Donc, tout est interrelié, là. Avec Internet Explorer, là, 7, 8, 9 ans, c'était encore pas si mal potable, mais déjà dans les débuts de Firefox, qui est un navigateur Internet libre, communautaire, déjà dans les premières années, Firefox se démarquait pour ce qui est de la sécurité, de l'efficacité, la rapidité et surtout de l'implication d'une communauté à améliorer continuellement. Internet Explorer est comme enfermé à vouloir imiter Firefox, finalement, c'est ce qu'ils ont fait. La navigation par onglet qu'on a dans Firefox, depuis le début, n'existait pas sur Internet Explorer. Et faute en réalité, un problème de compétition entre les navigateurs Internet, Internet Explorer a dû s'adapter, mais il ne peut pas suivre parce qu'il y a des millions d'utilisateurs et des millions qui s'impliquent dans Firefox, de la même façon qu'ils s'impliquent en Linux. Et c'est pourquoi Microsoft tente toujours d'imiter Linux. Et ils le font de façon légale, parce que Linux, c'est du code source libre, ouvert. Donc, ils ont le droit de le faire. Mais c'est toujours de l'imitation. Quand on est le premier à avoir fait de quoi, l'autre qui le fait après nous ne fait que nous imiter, finalement. Ça me fait une petite fleur de temps en temps quand je vois les imitations, comme les bureaux en 3 dimensions et ainsi de suite qu'il y a en Linux, que vous pouvez retrouver similaire aussi dans Apple, parce qu'à la base, Apple, c'est du Unix, c'est du Linux à la base. Ça aussi, ils l'ont expliqué, mais pour vous dire que ça ne ressemble pas tout à fait à Microsoft, mais Microsoft a transformé de façon à essayer d'harmoniser un peu, mais le système, l'architecture dans lequel il est fait ne peut pas supporter le type de 3D, de bureau en 3 dimensions comme on peut utiliser sous des systèmes comme Apple et Linux. Donc, Internet Explorer, la première des choses à faire avec ça, c'est simple. Quand vous n'avez pas Firefox, c'est que vous cliquez sur Internet Explorer, et là, vous tombez sur la page d'MSN, page publicitaire finalement. Et le plus simple, c'est d'utiliser Internet Explorer pour télécharger Firefox. Okay? C'est le seul navigateur que vous avez actuellement sur la machine quand vous l'avez. En réalité, vous vous en servez une fois, pas plus, juste pour télécharger Firefox. Ensuite de ça, bien, vous le fermez. Lui, il va vous demander, est-ce que tu veux que je sois ton navigateur par défaut? Non, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Parce que vous savez que vous avez mieux avec Firefox. Et là, pour ne pas prendre de chance, parce qu'Internet Explorer, l'autre chose aussi, c'est pas parce que j'ai une dent spéciale contre Internet Explorer, malgré que j'ai de quoi avoir un dentier au complet, finalement, mais c'est qu'il a prouvé son inefficacité et comment il est faillible, comment il est bourré de failles, de trous, de malware incroyables et facilement exploitable, et il est toujours exploité.
Et ça finit que c'est l'utilisateur qui est exploité par le système. Ça va faire, là. Fait qu'on utilise autre chose. Puis pour être sûr que vos enfants n'aillent pas cliquer sur cette icône-là, puis je vais vous montrer quelque chose tantôt qui va vous faire sourire ou va vous donner un petit peu des frissons dans le dos. Mais mettons qu'il est là, là. Moi, ce que je fais, un coup que Firefox est installé, là, je l'enlève de la barre, là. Il est ici sur le bureau, je l'enlève de la barre. Oui, je l'enlève. Et normalement, moi, je l'ai déjà enlevé, mais ici, si vous tapez Internet Explorer, normalement, il est ici. Je l'ai enlevé de là aussi. En réalité, c'est que vous n'avez aucune chance d'aller cliquer sur Internet Explorer. Ça ne supprime pas Internet Explorer. Essayez même pas de le supprimer. Le système va vous chicaner, il va pleurer, il va faire tout le temps. Là. Ça, vous ne pouvez pas essayer. Ça se fait, mais je ne vous expliquerai pas comment. Vous allez vous mettre dans la misère, finalement. Mais c'est ça. C'est de ne pas cliquer dessus. OK? C'est simple. Il n'a pas d'icône, vous ne pouvez pas cliquer dessus. C'est clair. Donc, j'ai installé Firefox. Et dans Firefox, il y a des choses de base à faire en l'installant. Si vous avez déjà Internet Explorer, en l'installant, il va vous demander si vous voulez rapatrier vos favoris d'Internet Explorer. Et là, vous pouvez dire oui, parce que si vous avez des favoris d'Internet Explorer, ils vont se retrouver sur Firefox dans ce qu'on appelle des marque-pages. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous voulez savoir où est-ce que vous êtes rendu pour la prochaine lecture, vous mettez un signet ou un marque-page. C'est un marque-page qui vous indique que vous avez intérêt à revoir cette partie-là ou un site que vous avez mis en mémoire parmi vos sites favoris, finalement. C'est simplement un autre terme, au lieu de favoris, c'est marque-page. Il y a une façon, là, ici, on est en Windows, donc ça ne fonctionne pas par les mêmes fonctions que si on est en Firefox sous Linux, mais ici, c'est par outils. Et par outils et options. Par outils et options, vous avez déjà de cocher dans le premier onglet général, toujours vérifier que Firefox est votre navigateur par défaut. Donc, il faut toujours que ce soit Firefox qui vous offre vos recherches Internet. Ensuite de ça, dans les onglets ici, vous n'avez pas vraiment rien à toucher, pas vraiment rien d'important à vous expliquer non plus. Ici, les moteurs de recherche, dans la prochaine émission, je vais vous expliquer, il y a moyen de changer les moteurs de recherche et le pourquoi de changer les moteurs de recherche. Là, on va embarquer dans le domaine de la vie privée, ce qui est important, vos gestes à ne pas faire sur Internet et la façon aussi de vous protéger. Et justement, par rapport à la vie privée ici, là, il y a un onglet ici que vous pouvez cocher, c'est qu'indiquer au site que je ne souhaite pas être pisté. C'est comme assez légitime. Vous n'êtes pas obligé de vous faire suivre par un site pour savoir, connaître vos activités sur Internet. Ça va du domaine de la vie privée. Donc, il y a possibilité de le cocher. Ça, on va y revenir parce que c'est vraiment important, cette partie-là. Et le moteur de recherche que vous allez utiliser aussi, très important, qui respecte votre vie privée. Si votre vie privée vous intéresse, bien sûr, il y a des gens qui disent wow, « moi, j'ai rien caché, c'est pas grave ». Comme j'ai expliqué dans la première émission, c'est pas grave, tant mieux, c'est pas grave pour vous. Mais il y en a d'autres qui aimeraient être respectés dans ce domaine-là. Et je vous donne des trucs, justement, pour vous faire respecter. Donc, dans la prochaine émission, on va je vais vous démontrer Start Page, qui est le moteur de recherche qui est le plus confidentiel au monde. Ce moteur de recherche-là consulte les moteurs de Google, mais non pas en montrant qui vous êtes sur Internet. Donc, ce n'est pas avec votre IP, qui est votre empreinte digitale d'ordinateur, que vous allez dans les moteurs de recherche de Google, mais c'est avec les empreintes digitales du moteur de Start Page. Start Page est là pour être vu à votre place. Il vous couvre. Okay? Il est en avant. Fait que Start Page, c'est qui a XQuick aussi, qui est le même finalement. C'est le moteur de recherche le plus confidentiel que vous pouvez avoir. Et ça, c'est
c'est vital et vous ne perdez pas en réalité d'efficacité pour ce qui est de la recherche. Vous avez autant de choses qui vont qui vont être pertinentes quand vous recherchez sur Internet. Ça va être aussi pertinent que si vous recherchez sur Google, par exemple, parce que Startpage consulte les moteurs Google, mais en vous cachant pour vous protéger, tout simplement. Et on se revoit pour la prochaine émission.